créé par Myriam Belmire en 2014. Et Myriam a eu ce trait de génie, je dirais, de faire une association pour les personnes elles-mêmes. Parce que la plupart du temps, des ufologues ou des gens recueillent des témoignages et puis ensuite les histoires sont diffusées par soit des ufologues, soit des personnes qui ont entendu parler de ces histoires. Or là, nous, le CERO, notre particularité, c'est que tous les membres de l'association sont des personnes qui sont soit été abductées, soit ont été en contact direct avec ce qu'on appelle alien, ce qu'on peut appeler entité, on peut l'appeler comme on veut, on en débattra après. Donc ça, c'est vraiment la particularité du CERO qui existe depuis 2014 et qui ne fait pas énormément de bruit. Enfin bon, donc on nous connaît petit à petit, les gens ont entendu parler de nous. On ne cherche pas non plus à faire du buzz, c'est évident, puisque de toute façon, les gens qui rentrent dans le CERO en tant qu'adhérents, ce sont des gens qui ont des expériences particulières. On a maintenant autour de... Enfin, c'est toi qui en parles. Donc Bérangère vous racontera comment fonctionne le CERO, le nombre d'adhérents, etc. Parce que moi, je vais garder la partie psychologique. La seule chose que je puisse vous dire maintenant, c'est qu'on est 6 psychologues. Alors, des psychologues cliniciens, attention, des psychologues cliniciens, tous qui ont des formations de psychothérapeutes et de psychologie clinique, justement, pour essayer de différencier un petit peu ce qui peut être de l'ordre de la mythologie particulière des personnes, ou bien du délire pur et simple, ou bien alors des choses qui peuvent être, disons, à côté d'une expérience réelle vécue. On pense que toutes les personnes que l'on a dans le CERO sont des personnes qui ont vécu quelque chose. Alors, vécu véritablement, maintenant, on ne sait pas la réalité des choses. Ça, on en discutera. Nous avons fait aussi donc un livre à partir des expériences. Ce livre-là, que vous pourrez acheter, on en a mis quelques-uns. Et ce sont les personnes elles-mêmes qui racontent leur propre histoire. C'est-à-dire que c'est pas moi ou Bérangère sur le haut, là, c'est marqué qu'on est coordinateur, mais on n'est que coordinateur. Ce sont les personnes elles-mêmes qui ont raconté leur propre histoire. Donc vous pourrez feuilleter et regarder ce livre-là. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est à noter, c'est-à-dire qu'encore une fois, ce sont les témoins eux-mêmes qui parlent. Alors, je vais vous raconter un petit peu ce qu'est l'expérience en elle-même. Pour ceux qui les ont vécues, peut-être que vous allez me dire, mais non, pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est vrai qu'il y a un nombre... il y a des façons différentes de voir comment se passent les abductions, mais disons qu'il y avait, au départ, il y a des traits communs. Ça peut être souvent, alors ça c'est selon ce qu'on nous a rapporté, c'est pas ce qu'on a lu par ailleurs, etc., mais ça corrobore ce qui a été lu par ailleurs et ce que d'autres gens disent. Là, c'est vraiment par rapport à tous les gens qui nous ont contactés et qui nous ont parlé de leurs expériences. Souvent, ça se passe la nuit. Alors, les personnes peuvent être soit endormies et se réveillent, soit ne dorment pas et il se passe quelque chose pendant la nuit, ou soit ça peut se passer dans un entre-deux, je dirais, entre veille et sommeil, où les gens ne savent pas s'ils ont rêvé ou s'il s'est passé vraiment quelque chose. Il y a très souvent, déjà, avant même la vision d'un gris, parce que c'est souvent des gris, c'est pas toujours des gris, mais ça peut être souvent des gris, il y a souvent la sensation d'une présence, sensation de présence. Alors souvent, comme ça se passe la nuit, la chambre est sombre, mais ce que les gens remarquent, c'est qu'il peut y avoir, soit à travers les volets, soit sous la porte, soit quelques heures auparavant, avant que ça n'arrive, une lumière, soit une lumière vraiment très blanche, ou bien une lumière bleutée, bleue. Ça, c'est assez caractéristique. Lumière bleue, lumière blanche qui est vraiment très, très, très forte. Donc, quand les personnes ont cette sensation de présence, peuvent avoir aussi cette sensation cette vision de lumière bleue, blanche. Et là, il peut y avoir alors soit la vision en général,
Je ne sais pas pourquoi il y en a 3, mais c'est comme ça. Il y a souvent 2 ou 3 grilles autour du lit, avec parfois un gris un peu plus grand. Alors, je suppose que vous savez ce que c'est que les grilles. Oui, tout le monde en a entendu parler, certainement. C'est des êtres qui sont assez petits, pas certains sont assez petits, qui font à peu près 1,20 m, extrêmement maigres, avec une peau ou une combinaison de type gris, ça peut être gris plus clair ou gris foncé. Et puis, il y a parfois dans la pièce un plus grand gris qui a l'air de, disent-ils, la sensation qu'ils ont, c'est que ce grand gris peut être commandé l'utiliser. Donc en 2019, une nuit, on va appeler ça un rêve, même si avec le recul, je sais que ce n'est pas un rêve. Et dans ce rêve, je suis avec mes 3 plus grands enfants, mais qui, dans la réalité, n'étaient pas à l'âge qu'ils avaient dans le rêve. Mes jumeaux avaient 9 ans et ma fille avait 15 ans, à ce moment du rêve. Donc on se retrouve en une fin de journée comme des rencontres scolaires, par exemple un cross, une inter-rencontre entre collégiens. Et pendant cette rencontre, on se retrouve dans la cour à la fin de la journée, il y a le directeur qui fait son speech, et il y a une plaque d'égout. Je ne sais pas si je dis, mais c'est lors d'un cross. C'est important ce détail. Le cross est important, je vous dirai après pourquoi. Dans la cour où il y a ce discours, il y a une plaque d'égout, c'est important aussi. Et de cette plaque d'égout, d'un seul coup, il y a une scouflante qui sort. Alors elle était petite au départ pour qu'elle sorte de la plaque d'égout. Au fur et à mesure qu'elle monte dans le ciel, cette soucoupe s'agrandit au fur et à mesure. C'est assez illogique, mais c'est comme ça. Et les gens ne font pas attention à cette soucoupe du tout, alors que moi, oui. Et je sens que je suis observée par ce qui est dans cette soucoupe. Et du coup, je dis aux gens, vite, il faut prendre les portables, il faut filmer, il faut faire des photos, on ne va jamais nous croire. Et à un moment, ce sentiment d'être observé devient trop présent, trop fort. Et du coup, je prends mes enfants et je me sauve en fait. Je pars, je dis, on rentre à la maison. Quand je dis on rentre à la maison, ce n'est pas du tout le chez moi dans la réalité, c'est un autre endroit, au Sable d'Olonne. Et donc on passe sur le remblai des sables, et à un moment je vois une sphère qui monte du niveau de la plage pour arriver au-dessus du remblai. Et là encore, il y a cette sensation d'être observé. Donc je presse mes enfants, je dis il faut qu'on rentre, il faut qu'on rentre. Encore un peu plus loin, un autre objet, sphérique aussi, qui se soulève, et encore là, comme si on était filmé même. Donc je presse mes enfants pour finir le peu de chemin qu'il y a à faire. Et on arrive dans cet endroit qui visiblement est notre logement. Et dans cet endroit, je rentre, tout est en bois. Alors je ne suis pas du tout quelqu'un qui a une déco en bois dans l'ordinaire. Mais ça m'interpelle dans le rêve, pourquoi tout est en bois. Donc on rentre à la maison, j'envoie les enfants, les jumeaux jouer dans leur chambre. Et là, quand les gars sont plus dans cette pièce, je me retrouve avec ma fille. On est toutes les deux allongées tête bêche sur une table en bois. Et je me rends compte à ce moment-là que je ne peux plus bouger que les yeux. Derrière moi, à gauche, je vois qu'il y a... je perçois un écran, il y a quelqu'un qui parle dans cet écran, mais je ne peux pas tourner mon regard assez loin pour savoir qui parle. Et quand je retourne à nouveau les yeux, ma fille n'est plus là. À ce moment-là, j'entends la porte, quand j'entends une sonnette, c'est pas la porte d'entrée, j'entends une sonnette, je vais vers cette porte, mais j'y vais sans marcher. Je sais que je me déplace, on va dire, plutôt en flottant, quelque chose comme ça. Et là, quand j'ouvre la porte, je me retrouve face à un personnage. On parlait tout à l'heure de la combinaison noire. Donc là, il y a plutôt une combinaison qui s'arrête au niveau du cou. Et moi, je l'associe au personnage de Monsieur Grou dans le dessin animé Moi moche et méchant. Je ne sais pas si ça vous parle. Quand je le vois sur Internet, ce personnage, je sais que ce n'est pas lui que j'ai devant moi. Mais je sais que la maigreur des bras et des jambes, je sais que c'est ça, en fait, qui me frappe chez ce personnage-là. Et la combi est là. Derrière lui, c'est tout blanc. C'est un blanc éclatant.
Et en fait, par télépathie, il me dit justement, maintenant c'est l'heure d'y aller. T'inquiète pas, ça va bien se passer, mais c'est l'heure d'y aller. Donc au moment où je passe cette porte, je me retrouve sur une table roulante en métal. On a des gens, comme l'a dit Isabelle aussi, qui ont été internés en asile psychiatrique. Et heureusement que Myriam a créé cette association pour permettre aux gens de pouvoir parler entre eux, parce que, étant donné que tous étaient expérienceurs, on peut parler ouvertement sans être jugé et sans se montrer du doigt. Voilà. Donc, moi, je suis arrivée dans cette association à la création, à cause de mon expérience. Et pour vous expliquer comment j'en suis arrivée là, je vais partir de mon enfance et vous raconter non pas toutes mes expériences, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais celles qui ont un rapport avec l'abduction qui m'a fait venir au Céron. Donc, moi j'ai 66 ans, je suis d'une famille monoparentale et on était 5 enfants. Maman était une personne très ouverte, qui avait de la médiumnité, qui voyait des personnes décédées, qui faisait des rêves prémonitoires, enfin bon. Elle avait tout un panel comme ça, ma grand-mère aussi d'ailleurs. Et donc elle nous parlait régulièrement de ça, elle ne se cachait pas, c'était pas tabou, chez nous ça n'a jamais été tabou. Donc c'est en mai, je me réveille une nuit et j'ai au pied du lit 2 petits gris. Je les regarde, alors je suis paralysée. Il faut savoir qu'il existe 2 paralysies. Il y a la paralysie du sommeil, donc le corps dort, les yeux sont fermés et vous êtes enfermé à l'intérieur du corps. Ça fait peur, je l'ai vécu plusieurs fois, ça fait peur parce qu'on se dit, ça y est, on est enfermé à l'intérieur d'un truc noir et on ne peut pas sortir. Bon, avec les années, j'ai fini par me détendre et apprendre à respirer. Et en fait, on arrive facilement à se réveiller, le corps se réveille. Et il y a la paralysie qui est due à l'abduction ou au moins à l'approche d'entités ou d'autres, je ne sais pas, qui est une paralysie un peu, qui est physique. C'est-à-dire que les yeux sont ouverts, vous êtes conscient, mais le corps ne bouge plus, comme un tétraplégique. Il est complètement bloqué. Et donc je me réveille, j'ai les yeux ouverts, je suis paralysée, et là je vois les 2 petits gris au pied du lit, et je me dis, oh, pourquoi je n'ai pas peur? Parce que la logique voudrait que je crie, certainement, enfin j'en sais rien. Je les regarde et je suis surprise de ne pas avoir peur. De là, ils me font léviter le corps jusqu'à une certaine hauteur, et ils me font diriger, alors mon corps physique, c'est pas une sortie hors du corps. Et mon corps s'en va en direction de la fenêtre fermée. Et là j'ai peur. Là j'ai peur parce que je vais forcément tomber quand je vais toucher la fenêtre. En dessous, contre la fenêtre, il y a un piano. Je me dis, je vais me ramasser sur la chaise. En fait, ça passe très vite dans la tête, parce que le mur, enfin la fenêtre, elle est pas très loin de mes pieds. J'ai pas non plus une chambre de 50 mètres carrés. Et puis au moment où mes pieds touchent la fenêtre, bon, c'est le trou noir. Et ensuite, je me réveille sur une table froide, toujours avec mes 2 petits gris, mais cette fois, ils sont sur ma gauche, à la hauteur de mon épaule. Et au pied, je vois cet être que j'ai rencontré en 1980. Je ne vois toujours pas comment il est, je vois juste que c'est un être humanoïde, mais je le reconnais, je sais que c'est lui. Et il a dans la main une espèce de tige effilée qui me rentre dans le vagin, qui me fait mal. Et la douleur, pouf, il y a de nouveau le trou noir et je me réveille le lendemain matin dans mon lit. Et là, donc à 19h, donc au mois de décembre, le 12 décembre, à un moment, je vois sur le pare-brise une forme dragonique qui apparaît, vivante, qui respirait, qui me regardait dans les yeux. Là, je vais expliquer le dessin, mais si vous voulez, je vous montrerai ce qui en est venu comme dessin et illustration. Donc cette forme vivante qui se pose sur le pare-brise de la voiture et qui me regarde. Et qui, en même temps qu'elle me regarde, elle me télécharge.
deuxième dose. Et sur le moment, comme ce qui avait été vécu précédemment au mois d'août, donc 4 mois avant, j'avais à la fois la confiance, la lucidité, de façon à être le plus présent possible dans ce qui était en train de se passer. Donc j'ai continué à rouler, j'ai ralenti. J'ai continué à rouler, donc ça a duré 3 minutes. J'ai continué à rouler le temps nécessaire pour trouver quelque chose pour se stationner. Parfois, il y a des virages qui tournent à gauche, et donc sur la droite, il y a un espace pour mettre... Et ce qui fait que ça m'a permis d'être en contact permanent avec la créature qui était devant moi. Et il était hors de question que le contact se perde, enfin, pour moi. Donc, mais ça s'est passé naturellement, sans avoir besoin d'y réfléchir. Et donc, à un moment, bon, j'ai pu trouver une place pour stationner, donc le contact est resté comme ça. Et j'étais ouvert, hein, open, et puis je laissais rentrer. Voilà, j'ai laissé venir. Tout en étant conscient qu'il était en train de se passer quelque chose de particulier qui était à la fois complémentaire et autre de ce qui s'était passé 4 mois avant. Donc quand il n'y a eu plus le contact c'est en fait le contact, la rupture, la fin du contact. Je préfère parler de fin du contact plutôt que de rupture. La fin du contact, c'est la forme qui est partie, mais comme si elle devenait plasmatique, et puis qu'elle disparaissait petit à petit. Enfin petit à petit en l'espace de 3-4 secondes. Je rentre le soir, et comme j'avais une carte où il y avait tous les points de labyrinthe et de déambulatoire qui étaient préparés, hein, enfin qui étaient prêtes avec tous les points, en 20 minutes, j'ai dessiné cette forme-là. M'est venu en 20 minutes les traits, les couleurs et toutes les vibrations. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de complètement spontané, enfin je contrôlais rien. Voilà, j'étais au service d'eux. Et quand j'ai eu fini, donc ça m'a dit tu finis avec le pentagramme, enfin non, le pentagone, pardon, parce que c'est inscrit dans du 5. Et à la fin, quand ça a été fini, ça m'a donné son nom. Je ne lui ai pas demandé son nom, hein, ça m'a demandé son nom. Une précision que je n'ai pas donnée dans la présentation. Tout ce que j'évoque là, tout ce que je partage là, tout ce que je témoigne, je n'ai jamais rien demandé. Ça vient, je prends, mais je prends, enfin j'accueille, j'ouvre, parce que je suis conscient que si un jour je dis non, c'est fini. Ah oui, l'accueil. Voilà. Ça reviendra, enfin pour moi dans mon esprit c'est comme ça. Et donc cette forme vivante qui correspondait complètement au niveau de l'énergie à ce qui c'était, à la créature qui s'est présentée devant le pare-brise, elle m'a donné son nom. Elle m'a dit je m'appelle Baptiste Labrise. Bon, Labrise j'ai vite compris parce que Labrise c'est labyrinthe en grec. Donc je me suis dit je me suis pas posé de questions, c'est en lien avec les emplacements de labyrinthe et de déambulatoire. Et Baptiste, donc elle m'a donné un peu la puce à l'oreille, elle m'a dit Baptiste Bat. Enfin, pas Baptiste Bat, Baptiste c'est diminutif Bat. Et j'avais entendu parler de Bat, qui était une des 4 déesses primordiales de l'Égypte antique. Et Bat, dans les déesses primordiales de l'Antiquité égyptienne, c'est la gardienne des mondes souterrains, donc traduit en judéo-chrétien des enfers. Et Bat intervient très peu, de manière directe dans tous les processus, c'est pour ça qu'elle n'est pas connue. Et autant les 3 autres, on connaît la représentation avec les cornes complètement ouvertes, comme les vaches béarnaises. Voilà. Et Bat, elle a les 2 cornes qui viennent vers l'intérieur. Et donc elle a commencé à me donner son nom. Et précision, la rencontre s'est passée le 12 décembre, dans la soirée. Donc en fait, j'ai réalisé ce dessin le 13 décembre, au début du 13 décembre. Et pour faire des liens, on pourrait dire, avec des synchronicités, sur l'état civil, je suis né le 12 décembre, et en réalité, je suis né le 13 à 0h08. En fait, depuis tout petit, j'ai toujours cru qu'on avait des incarnations différentes et que les extraterrestres, ça existait. Donc déjà, j'étais bien parti.
j'avais un ami imaginaire, je le parle parce que je m'en suis souvenu hier, parce que je crois que c'est Muriel qui en parlait, qui était un singe. Et mon parrain m'a offert une peluche de singe, donc moi, j'étais content, mais j'ai aucun souvenir de mon ami imaginaire. Je faisais aussi régulièrement du somnambulisme quand j'étais petit. J'ai très peu de souvenirs, si ce n'est ce que mes parents m'ont raconté, sauf une seule fois où je me vois dans le salon et mes parents veulent que je me retourne me coucher et je leur dis non mais vous n'êtes pas mes parents en fait, je ne sais même pas ce que je fais ici. Donc en fait, laissez-moi tranquille en fait, laissez-moi tranquille dans mon truc. Et après, il y a eu des événements, mais qui ne m'ont pas marqué plus que ça, si ce n'est que j'ai vécu chez mes grands-parents à Quélus, dans le Tarn-et-Garonne, pendant un moment, et j'ai reçu la convocation pour les 3 jours. Il fallait que je remonte à Vincennes, parce que c'était ma caserne pour les 3 jours. Je fais mes 3 jours, qui se passent très bien, hein, pour 3 jours, en fait, c'est 3 demi-journées, où on fait plein de tests, plein de choses comme ça, et c'était le mercredi, jeudi, vendredi, et le samedi, c'était les vacances, c'était début juillet, donc j'avais qu'une hâte, c'était de retourner dans le sud voir mes potes, parce qu'on avait plein de choses de prévues. Et ce matin-là, je prends la route Paris-Toulouse, on va dire. À cette époque-là, il n'y avait pas l'autoroute A20. Hein, on reprenait la nationale 20, donc on prenait Orléans, Vierzon. J'écoutais du Mozart dans la voiture, je pense. C'était au moins de la musique classique. Et je vois le panneau Vierzon. Je me dis super, je prends la direction Vierzon. Et quelques temps après, alors je vous donnerai le temps réellement, je reprends conscience dans la voiture, en fait. Parce que sur l'autoroute, quand on prend la bande d'arrêt d'urgence, souvent on fait pop, 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 parce que la voiture, elle passe sur des petits trucs. Et là, je me dis, mince, je reprends la route tranquille, je compteur 130 km/h derrière un camion, je me dis, ça va. Je double le camion, et là, je vois un panneau, et je me dis, merde, je suis déjà là, ou c'est pas trop la route? Et je regarde l'heure, il s'était passé à peu près 1h30. Donc je ne sais pas qui a conduit la voiture pendant 1h30. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas moi. Alors, on verra un peu ce qui s'est passé pendant cette heure et demie, puisque j'ai eu la chance de faire avec Isabelle à Brocéliande une régression. Et bon, du coup, voilà, je regagne quand même la maison de mes grands-parents à ce moment-là. J'ai toujours, donc, forcément, depuis tout petit, été intéressé par tout ce qui était un peu galactique. Et une fois, je tombe, je ne vais pas dire par hasard, parce qu'il n'y a jamais de hasard, sur une vidéo à l'époque, c'était Nicolas Turban qui parlait des galactiques et qui nous disait moi, je peux, par connexion, vous dire d'où vous venez. Et moi, mon intention, c'était de savoir si j'étais ce qu'on appelle éventuellement un starseed, pour savoir d'où je venais. Donc, je prends rendez-vous avec Nicolas Turban, très sympathique, on discute 2 heures, on parle de choses et d'autres. Il me dit oui, donc il dit je vois ça, je vois ça, je vois ça, je fais rapide. Mais il me dit, je sais que tu viens de la zone d'Orion et c'est une planète qui est dans la nébuleuse d'Orion. Mais il me dit, c'est assez flou, j'arrive pas à voir, pensez à toi hier, j'arrive pas à voir réellement tout. Ok, très bien. Et puis là, je lui dis, mais au fait, Nicolas, j'ai un temps manquant d'1h30. Je sais pas, est-ce que tu peux m'aider? Il me dit non. Il me dit, moi, je peux rien pour toi, mais il m'a dit, contacte le CERO. Donc on fait cette régression avec Isabelle et Bérangère me dit, est-ce que ça te dérange si je participe et si j'écoute? Je lui dis non, en fait. J'ai une propension, moi, à rentrer en hypnose assez facilement, mais je dis à Isabelle, je lui dis, moi, par contre, je parle pas parce que j'ai toujours peur que si je parle, en fait, ça coupe l'hypnose. Elle me dit, non, elle me dit, t'inquiète, tu peux le faire, ça marche bien. Okay. Et en fait, on part. Donc on part par rapport à cette voiture qui roule, et elle me dit même, elle m'a fait rire, parce qu'elle me dit, on est parti un peu trop loin, parce qu'en fait, on arrive dans un corps qui est en stase, où il y a des scientifiques un peu extraterrestres, je vois pas parce que c'est trouble, mais qui surveillent des caissons en stase où le corps galactique est mis en veille le temps qu'on fasse nos missions sur Terre. Elle me dit non, là je pense qu'on est parti trop loin, donc on va revenir un peu, donc on navigue. Et donc on sait que la voiture est emmenée en fait, et elle est reposée à un moment donné. Et on a, je crois de mémoire, deux séquences. La première séquence, je suis sur une table, alors c'est vrai qu'on trouve toujours la table, mais autour, moi, il n'y a pas de petit gris, il n'y a pas de grand gris. C'est deux êtres qui ont l'air sûrement des scientifiques, mais qui ressemblent un peu à une tête de dinosaure en fait. En fait, il y a un dinosaure, alors je ne connais pas le nom, je ne suis pas un fanat des dinosaures, qui sont plutôt des herbivores où ils ont une espèce de crête, de cornes qui remontent comme ça, et ils ont un faciès un peu plat. Et Isabelle me dit, demande-leur pourquoi tu es là.
Alors je leur dis, pourquoi je suis là? Ils me disent, ils cherchent un terme, ils disent réparation. Réparation, ok. Alors bon, on demande pourquoi réparation, ils me disent réparation parce que en fait c'est un terme qui est assez simple pour comprendre en fait ce qu'on va faire. Si je regarde en arrière, eh bien, en fait, depuis l'enfance, il s'est passé des choses particulières pour le commun des mortels, mais pas pour vous tous. Et je faisais par exemple souvent un rêve dans lequel justement je volais. J'étais capable de voler, mais c'était accompagné d'une injonction qu'il ne fallait surtout pas le dire. Donc ce rêve était très prégnant, très agréable aussi. Et je me souviens avoir dévalé un escalier chez mes parents sans passer par les marches. Je me sentais capable de voler de la 13e marche à la première. Mais voilà, je n'en disais rien. Également, je me souviens, mais ça a été revu en hypnose régressive plus tard, que quand j'étais enfant, il y avait un être qui me rendait visite. Un être à la peau bleue, noire. Et par hypnose régressive, j'ai pu comprendre qui il était. Parce que je savais que, il me disait des choses, mais évidemment, à 3 ans, je ne comprenais pas forcément ce qu'il me disait. Donc il me disait qu'il venait de Sirius et qu'il fallait parler des Dogons du Mali. Alors les Dogons du Mali ont des connaissances astronomiques incroyables, puisqu'ils savaient avant que Hubble photographie le compagnon de Sirius, que justement Sirius n'était pas tout seul et qu'il y avait une ou même 2 étoiles compagnes. Il connaissait aussi l'écliptique de Sirius. Comment ces êtres au fin fond du Mali pouvaient savoir cela? Ils n'avaient pas apparemment de connaissances astronomiques. Alors peut-être on peut supposer qu'ils avaient eu des visites d'extraterrestres. Et quand ils dansent, eh bien ils honorent le Nomo, qui est leur dieu. Donc j'ai compris que d'une certaine manière, j'étais reliée à Sirius, d'où mon nom de plume d'ailleurs, Syria, qui m'a été donné par des guides. Moi je suis née à la campagne, dans une famille modeste d'agriculteurs. Donc je me sentais près de la nature et j'avais, on peut dire, peut-être développé une connexion avec la nature, mais sans plus. Mais en fait, il m'a fallu quand même attendre 1993, où là, il s'est passé quelque chose de très fort. Moi, j'étais un soir à Bonne Rencontre, le nom est prédestiné sans doute, c'est la banlieue d'Agen, et je prenais le frais sur ma terrasse, lorsque j'ai vu 2 énormes objets que j'ai tenté de dessiner là. Donc avec une forme cylindrique et une partie plus renflée, un peu comme une torche électrique. C'est à ça ce que ça m'a fait penser. Mais ils étaient très lumineux, orangés, énormes. C'était silencieux. Ils se suivaient lentement dans le ciel. Et là, j'étais vraiment comme dans une bulle. On parle du ralentissement du temps. Je pense que c'est ça que j'ai vécu, parce que c'était vraiment un moment magique. Et alors ces 2 objets se suivaient silencieusement, à peu près à 300-400 mètres, 400 ou 500 mètres, j'estime à peu près, au-dessus de la maison. Et à un moment donné, le deuxième s'est interpénétré avec le premier. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait plus qu'un, l'espace de quelques instants. Et puis, ils se sont défusionnés. Et au moment où ils se sont défusionnés, je ne les ai pas vus partir. Il n'y a pas eu une accélération pour partir, non. Ils se sont évaporés complètement
Ils ont disparu comme s'ils disparaissaient, en fait, dans une autre dimension. On peut dire ça. Alors, inutile de vous dire que j'ai été très impactée émotionnellement par cette rencontre. J'y pensais tous les jours, hein, c'était obsessionnel. Je n'avais que ces images de vaisseaux dans la tête. Et dans les mois, les semaines et les mois qui ont suivi, ça a été assez catastrophique, entre guillemets, pour moi, parce que ma société de distribution a dû fermer. Par contre, j'ai commencé une formation en sophro-hypnose, psychologie transpersonnelle, donc avec Patrick Drouot. J'ai vécu un contact en 2017, mais avant, l'histoire a commencé en 1970, j'avais 7-8 ans. Nous étions en vacances dans les Landes, à Osgore, je crois, et avec mes 7 frères et sœurs, enfin toute la famille. Et donc le soir, on se promène comme ça, et je me souviens de ma mère était avec moi, et on rencontre des gens et elle veut parler, donc elle discute et moi je m'ennuie à côté. Et tout d'un coup je regarde le ciel et dans le ciel je vois quelque chose qui est bizarre, quoi, qui danse comme ça, mais c'est assez loin, je vois pas. Et en regardant je vois qu'il n'y a pas d'aile, il y a un cylindre, c'est un cylindre. C'est ce que je sais maintenant que c'est un ovni-cigare, quoi. Et donc, mais je reste planté, je le regarde vraiment longtemps, quoi. Je pense que déjà là, il y a dû y avoir un phénomène, mais je m'en souviens pas du tout. Donc je le regarde comme ça. Et au bout d'un moment, les parents s'en aperçoivent, donc ils regardent ce que je regarde. Et eux aussi, ils comprennent pas ce que c'est. Et on va rester là-dessus. Les années qui vont suivre, je vais faire que d'y penser, souvent. Je sais que c'est un ovni, hein, pour moi c'est clair, même si à l'époque on n'avait même pas la télévision, j'avais pas beaucoup de moyens de se renseigner, quoi. Mais je vais rester avec cette idée que j'ai vu un ovni. Et puis la deuxième fois que je l'ai vu, donc c'était en 2004, et en 2004, donc j'habitais Toulon. J'étais marié, j'avais une entreprise qui marchait fort, parce que j'avais pas de concurrents. J'avais une écurie de chevaux de course, enfin j'avais tout. Une nouvelle femme, j'étais fou amoureux. Et puis on se balade sur le port de Toulon, de Hyères-les-Palmiers. C'était le soir. Et puis c'était minuit à peu près, ouais, on s'en va, on avait fait un restaurant, on s'en va. Et en repartant, on passe par un tunnel souterrain pour piétons. Et on n'est pas sorti qu'à l'extérieur, je vois un drôle de truc. Enfin, il y a des petits groupes de personnes comme ça, ils sont 2-3, et ils regardent vers le large. Moi, je ne suis pas sorti, je ne vois pas ce qu'ils regardent. À peine sorti, donc je regarde sur ma gauche. Et en effet, c'était l'ovni-cigare qui était là, encore plus près, au-dessus de l'eau. Et c'était une nuit, hier les Palmiers, il y a vraiment beaucoup de monde, c'est la fête. Et il y avait la pleine lune, donc il était éclairé de la pleine lune. C'était magnifique. Mais tout de suite, je le reconnais, quoi. Je sais que c'est eux-mêmes, et il fait toujours sa même danse comme ça. Et donc je suis au premier plan, les gens ils sont derrière, et enfin, j'ai dit à ma femme, j'ai vu ça quand j'étais gamin, et elle ne répond pas. Et je le regarde, et puis tout d'un coup, il me prend une colère, je veux m'arracher à lui, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir eu du mal, quoi. Et je m'arrache à lui, et je dis, viens, on s'en va. Et je regarde derrière moi, les gens, ils étaient tous scotchés, comme ça. Et en repartant, c'est là où j'ai la colère, où je me dis, mais ça existe, quoi. Et les mecs, ils disent que ça n'existe pas, ça existe, quoi. Je suis tombé 2 fois sur un truc bizarre. Mais à l'époque, moi, les ovnis, je m'en foutais, quoi. C'était pas mon truc. Et puis, j'avais l'entreprise. Donc, il n'y avait pas de conséquences en apparence. Sauf que les semaines qui ont suivi, j'ai fait une semaine de cauchemar. Une semaine, dès que je fermais les yeux, ça hurlait.
Et puis là, j'ai commencé à changer. J'ai voulu tout arrêter. J'ai voulu me débarrasser de l'entreprise, ce que j'ai fait. Je voulais même prendre tout le matériel, détruire le matériel. Je voulais même pas la vendre, l'entreprise. Et j'ai eu la chance, parce que c'était dommage quand même, des Belges qui étaient passionnés par ce que je faisais. Et ils ont tout acheté, ils ont tout emmené, je les ai plus revus. Et donc forcément, deuxième divorce. Et j'ai voulu travailler dans les vignes et je me suis réfugié dans le Haut-Var. Je voulais faire du rosé. Et je sais pas, c'est le hasard. Le hasard a fait que, comme j'avais tous les permis, ils avaient besoin d'un chauffeur poids lourd. Bon, je suis allé donner un coup de main dans une boîte qui fait de l'explosif civil. Et du coup, dans cette boîte, je suis rentré et j'étais bien. Ils m'ont fait passer tous les diplômes, j'ai occupé tous les postes, fabricant, mineur. Et après, j'étais responsable du site, responsable adjoint. Les années ont passé comme ça. Donc là, déjà, ça nous amène en 2017. C'est un dépôt d'explosifs qui est en pleine colline, perdu. Il n'y a rien. Et je travaille tout seul dans le site parce qu'à la fin de ma carrière, j'ai pris un nouveau poste qui se créait, c'était magasinier, quoi, en fait. Il n'y en avait pas avant, j'ai dit, tiens, c'est pour moi, ça, tranquille. Donc j'ai fait ça. Et donc là, c'était 13h l'après-midi, je voulais rentrer dans un dépôt d'explosifs.